On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Florent Audeau. Bonjour Florent. Bonsoir à vous deux. Au sommaire, vers un accord à Gaza, l'attente en tout cas continue. Les principaux obstacles seraient levés d'après le Qatar qui accueille les négociations. La balle est dans le camp du Hamas, insiste ce soir Washington. Et puis on est toujours sans nouvelles de l'otage enlevée dimanche au Niger. Eva Gretzmacher, une Autrichienne de 73 ans, elle vivait là depuis bientôt 3 décennies. C'est tout de suite dans l'essentiel. On l'annonce comme imminent, ce n'est pas la première fois, donc prudence. On attend toujours, à l'heure qu'il est, un accord de cessez-le-feu en échange d'une libération des otages encore détenus à Gaza. Les principaux obstacles seraient levés désormais, si l'on en croit le Qatar, où se déroule ce dernier cycle de négociations. Les précisions en images d'Alexandra Carini et Emerald Maxwell. Dans ce qui semble être la dernière ligne droite pour parvenir à un accord, le Qatar, principal médiateur dans les pourparlers, fait état d'une avancée significative. La principale raison pour laquelle nous sommes plus optimistes en ce moment, c'est que, comme je l'ai dit au cours des derniers mois, il y avait des problèmes majeurs non résolus entre les deux parties et ces problèmes ont été résolus au cours des discussions lors des dernières semaines. Parmi les éléments négociés pour permettre le retour des otages, la libération de prisonniers palestiniens. Un sujet sensible, source de division au sein du gouvernement israélien. Ce que le Hamas veut libérer, ce sont des terroristes condamnés. Je ne vais pas vous donner trop de détails maintenant, mais je dirais qu'Israël est prêt à payer un prix élevé pour amener chez eux tous nos concitoyens, les 98 qui restent. La libération de tous les otages, c'est aussi ce que demandent ces manifestants, réunis au pied du Parlement. Nous espérons que dans les heures qui viennent, nous apprendrons qu'il y a un accord et que cet accord inclut le retour des 98 otages sans exception. Une majorité de ministres devrait soutenir le plan, malgré l'opposition des figures d'extrême droite, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. L'accord qui est en train de se former est un accord fait pour le Hamas. J'appelle mon ami, le ministre Bezalel Smotrich, à se joindre à moi pour coopérer pleinement contre l'accord en cours d'élaboration. Un désaccord partagé par certains Israéliens, comme Ruby Shen, dont le fils a été tué par le Hamas. Pour la plupart des familles, cet accord est inacceptable. Il faut un accord progressif qui permette que tous les otages soient libérés. Depuis le début de la guerre, toutes les négociations pour un cessez-le-feu ont jusqu'à présent échoué. Seule une trêve d'une semaine avait pu être observée en novembre 2023. Direction Jérusalem, où l'on retrouve Claire Duhamel pour France 24. Claire, où en est-on? Washington l'assure, la balle serait dans le camp du Hamas. Mais le sujet est réglé pour Israël? Bonsoir Raphaël. En tout cas, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a dit ce soir à des familles d'otages que cet accord était désormais une histoire d'heures ou de jours. On a ici depuis 48 heures la sensation d'assister aux dernières heures des négociations. C'est évidemment suivi avec beaucoup d'angoisse ici, aussi bien par les Israéliens que par les Palestiniens, puisque le dernier accord, c'était il y a 14 mois et depuis, les négociations ont systématiquement échoué. Alors cet accord, il est relativement proche en substance de ce qui était négocié depuis 8 mois, de ce qui avait été présenté par le président américain Joe Biden. Il prévoit 3 phases, vraisemblablement une première phase de 42 jours selon les fuites qui ont eu lieu toute la journée. Durant ces 42 jours, 33 otages israéliens devraient être libérés. Ce sont ceux dont le Hamas a publié les noms dans une liste il y a une semaine environ, mais le mouvement islamiste ne précise pas qui parmi ces otages sont vivants ou qui sont morts. C'est pourtant une demande d'Israël. Ces fuites sont évidemment à prendre avec de la distance critique. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais ce qui est certain, c'est que la pression américaine semble enfin avoir fonctionné sur les belligérants et notamment sur Israël, puisque c'est notamment suite à la visite du nouvel envoyé pour le Proche-Orient de l'administration Trump, qui s'appelle Steve Witkoff. C'est suite à sa visite samedi dernier que les Israéliens ont envoyé une nouvelle délégation au Qatar et que visiblement, eh bien, les négociations sont en train d'aboutir. Vous avez eu des contacts aussi à Gaza. Comment pressent-on ce qui devrait, si l'on en croit encore une fois ces rumeurs, être annoncé dans les prochaines heures?
Eh bien, j'ai passé une partie de la journée au téléphone avec certains Palestiniens de Gaza qui sont relativement optimistes, qui pensent que leur cauchemar touche potentiellement à sa fin. Mais c'est pour les Palestiniens de Gaza très difficile de suivre ces dernières heures de négociation. L'angoisse est bien sûr immense. Il y a de multiples rumeurs quant à l'accord en tant que tel, quant aux possibilités pour les Palestiniens de Gaza de retourner au nord de l'enclave, puisqu'on le rappelle, la plupart des habitants de Gaza ont été déplacés à de multiples reprises durant cette guerre. Ce qu'ils souhaitent désormais, c'est pouvoir franchir ce corridor de Netzarim et retourner chez eux dans le nord de Gaza. L'accord tel qu'il fuit, en tout cas, prévoit un retrait progressif des forces israéliennes, prévoit potentiellement un retour des civils gazaouis vers le nord, mais pour l'instant, eh bien, rien n'est certain. Certains de mes contacts palestiniens me disaient aussi que depuis plusieurs jours, ils observent une chute des prix au marché, des aliments, des cigarettes aussi au marché noir, ce qui renforce aussi l'optimisme à Gaza, puisque c'est la preuve, selon certains, qu'il y a une volonté d'écouler les stocks, que l'entrée de l'aide humanitaire pourrait se voir plus massive dans les prochaines semaines. C'est évidemment compris dans les négociations. Depuis le 7 octobre 2023, il y a eu au moins 46 000 morts dans la bande de Gaza. C'est le bilan officiel du ministère de la Santé du Hamas. Ce bilan est vraisemblablement sous-estimé. C'est ce qu'estimait une étude publiée par The Lancet cette semaine, qui estime que le bilan serait au-delà de 40% supérieur. C'est évidemment des pertinences pour les Palestiniens de Gaza, et pour beaucoup, eh bien, les deuils ne pourront commencer que lorsque les armes se tairont. Merci Claire Duhamel. On évoquera dans un instant les conséquences évidemment en Israël même, et notamment au sein du gouvernement. Patricia Lémonière, après 15 mois de guerre ininterrompue, une seule fois seulement, un bref répit d'à peine une semaine, difficile de croire à un accord. Pourquoi maintenant ? C'est assez simple. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours? L'arrivée de Donald Trump, d'ailleurs votre correspondante a tout dit, hein. Elle a dit que l'envoyé spécial de Donald Trump était arrivé sur place. Et côté de celui de Joe Biden. Voilà, aux côtés de celui de Joe Biden. Mais enfin, franchement, c'est la perspective de Donald Trump qui avait promis l'enfer, qui fait cet accord, si accord il y a, en tout cas qu'on est proche de quelque chose, parce que Benjamin Netanyahou se sait qu'il sera protégé de toute façon par Donald Trump. Mais on a bien vu, hein, Joe Biden, lui aussi, a accepté, il n'y a pas encore une semaine, des livraisons d'armes, sauf les bombes de 1000 kilos, hein, enfin d'une tonne, une nouvelle enveloppe de livraison d'armes à Israël. Donc le soutien indéfectible des États-Unis vis-à-vis d'Israël ne va pas se démentir. Et donc cet accord, c'est parce qu'il y a l'homme qui a dit qu'il ramènerait la paix partout dans le monde, qui arrive et qui a promis l'enfer à Washington, au Hamas. L'enfer au Hamas. Et alors là, si vous voulez, quand on dit chacun se renvoie la balle, ça bute du côté du Hamas, ça bute du côté de Netanyahou. Enfin, moi, ce que j'en vois, c'est que c'est pourtant plutôt le problème de côté de Netanyahou, puisqu'on a quand même deux ministres qui sont des ministres d'extrême droite qui ont dit qu'ils pourraient sortir de la coalition. Et qui dit sortir de la coalition met en danger le Premier ministre. Et c'est donc bien là les dernières négociations aussi qui doivent se passer, peut-être des négociations côté du Hamas, mais à l'intérieur du gouvernement Netanyahou, il y a sûrement des négociations parce que le Premier ministre actuel n'a pas envie de voir sa coalition éclater, parce que qui dit coalition éclatée dit peut-être procès pour lui à l'avenir. On va l'évoquer dans un instant d'ailleurs avec Claire Duhamel, l'avenir de ce gouvernement. Florent Raudot, le Hamas ce soir fait savoir qu'il n'a pas encore signé cet accord de cessez-le-feu parce qu'il n'a pas reçu les plans de retrait de l'armée israélienne. Ce serait donc ça qui expliquerait que la balle est toujours dans le camp du Hamas, mais qu'en réalité, c'est aux yeux de la partie palestinienne, aux Israéliens, de préciser exactement la manière dont ils entendent se retirer. On sait qu'il y a plusieurs phases qui sont prévues. Oui, absolument. Après, il faut le dire aussi, le Hamas, il arrive bien plus affaibli qu'il y a quelques semaines, qu'il y a quelques mois. Depuis 15 mois, le Hamas subit les foudres de l'armée israélienne. Le commandement a été décapité. Les capacités militaires sont quasiment réduites à néant. Et du coup, le Hamas, il arrive à la table des négociations avec des exigences beaucoup moins fortes que celles d'il y a quelques mois. On en a beaucoup parlé sur notre antenne. Le Hamas posait comme condition préalable le retrait total dans la première phase de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Évidemment, on prend des précautions, l'accord n'a pas encore été annoncé, mais a priori, ce retrait total de l'armée israélienne, il n'interviendrait que dans une troisième phase. On est donc loin
des exigences initiales du Hamas. Alors l'armée israélienne, elle conserverait notamment le contrôle du corridor de Philadelphie. On en parle beaucoup. C'est à l'extrême sud de l'enclave palestinienne. C'est là que, eh bien, finalement, les dirigeants du Hamas, les combattants du Hamas recevaient de l'aide de l'extérieur. Israël qui contrôlerait également une bande de 800 mètres de profondeur au milieu de la bande de Gaza. Ça n'était pas vraiment les exigences initiales du mouvement islamiste. Mais Israël concéderait tout de même la libération d'un millier de prisonniers palestiniens. Et parmi ces prisonniers, c'est ce qui semble faire débat au sein du cabinet israélien, figureraient des Palestiniens incarcérés pour terrorisme. Oui, mais pas ceux du 7 octobre. Oui, mais pas ceux du 7 octobre, et en tout cas des longues peines, on va dire, des gens qui sont incarcérés pour des concessions côté israélienne, que n'est peut-être pas obligé de faire Israël aujourd'hui. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a toujours dans les échanges, d'ailleurs, un rapport qui peut nous surprendre. Une supériorité numérique du nombre de prisonniers palestiniens. Et puis aussi, il y a des longues peines côté palestinien. C'est toujours le cas. Souvenez-vous de l'échange avec le soldat Gilad Shalit, c'était un pour 1200. Enfin, bon, 1026. 1026, oui, 1026 exactement. Donc c'était un tout autre rapport. Mais bon, la balle, si vous voulez, je crois que des deux côtés, c'est pas facile. Cet accord n'est pas facile. Il n'est pas facile pour le Premier ministre israélien et il est encore moins facile pour le Hamas parce que c'est quand même entériner sa défaite en quelque sorte. Même si, on a vu récemment, il y a eu des attaques encore dans le Nord, même si il y a eu des soldats qui ont été tués par des membres du Hamas. Bon, la guerre n'est pas finie. Claire Duhamel, cet accord, il risque de faire exploser le gouvernement israélien. On sait que 2 de ses membres, connus pour leur position d'extrême droite sur l'échiquier politique israélien, ont fait savoir qu'ils entendaient ne plus soutenir le gouvernement en cas d'accord. Oui, écoutez, c'était la crainte depuis 8 mois, depuis que Joe Biden avait soumis cette proposition d'accord en mai. Il y en a eu d'autres avant, mais c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu vraiment crédible. Ces ministres d'extrême droite que vous citez, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich notamment, menaçaient de faire imploser la coalition si un accord qui le jugeait défavorable à Israël était adopté. Alors cette menace est aujourd'hui un petit peu moins importante pour Benyamin Netanyahou, car il s'est depuis assuré du soutien de d'autres alliés, rendant sa dépendance à l'extrême droite un petit peu moins forte. Mais Itamar Ben-Gvir s'est aujourd'hui exprimé sur la question en publiant un long message sur X, disant que c'est un accord terrible pour Israël qui s'apprête à entrer en vigueur. Il a admis en quelque sorte dans ce message avoir torpillé ses projets d'accord à plusieurs reprises ces 8 derniers mois avec Bezalel Smotrich. Ça a été mal reçu par certaines familles d'otages, des familles notamment dont les proches ont été tués depuis par le Hamas ou d'autres mouvements islamistes palestiniens. Il y a ce soir en Israël des manifestations autour des familles d'otages pour apporter leur soutien à ces familles après 465 jours d'angoisse, et alors qu'il y aura peut-être un dénouement positif pour certains d'entre eux, mais à l'échelle du pays, l'angoisse est bien sûr immense puisque les gens ne savent pas qui sont les otages vivants, qui sont les otages morts, et au-delà de cette liste de 33 otages qui pourraient être libérés dans une première phase, la suite, le sort des autres otages reste encore très incertain ce soir. Merci Claire Duhamel avec nous en direct de Jérusalem. Florent Raudon, on n'a pas forcément la même lecture d'un cessez-le-feu côté palestinien où le Hamas souhaite que ce cessez-le-feu soit définitif et s'accompagne d'un retrait à terme définitif aussi accord clair et global, des forces israéliennes de l'ensemble de la bande de Gaza, et côté israélien où il ne peut être que temporaire et avec le maintien d'une présence militaire à Gaza. Oui, c'est toute la question de ce qu'a envie de faire finalement Benyamin Netanyahou avec Gaza. On a souvent évoqué la piste peut-être d'une occupation israélienne, peut-être d'une tutelle internationale à Gaza. Encore une fois, on va sûrement en savoir plus une fois que l'accord, s'il est conclu, est annoncé, puisque finalement le Hamas aujourd'hui, quels sont ses objectifs? Est-ce qu'il a besoin de se reconstruire? On sent bien que Benyamin Netanyahou, il s'est finalement presque acheté 15-20 ans de relatif calme avec le Hamas, puisqu'aujourd'hui ses capacités militaires sont réduites quasiment à néant, je le disais. Il faudra vraiment avoir les détails de cet accord, je pense, pour en savoir plus. Réduite à néant, vous n'en êtes pas sûr, Patricia Lémonière, vous qui régulièrement nous dites que malgré tout, l'offensive israélienne, même si elle a détruit en grande partie Gaza, n'a pas éradiqué le Hamas en tant qu'organisation. Si, je crois que là, au niveau des unités et des brigades, elles sont bien à genoux en quelque sorte. Mais il reste forcément des armes.
il reste forcément des militants, mais on voit toute la façon dont Israël frappe régulièrement, encore ce week-end, enfin encore hier, 60 morts. Ils cherchent à... Dès qu'ils voient une cible par leur intelligence artificielle qui est repérée, ils tapent. Donc il y a une élimination systématique de tous les militants, j'ai envie de dire, armés ou même pas, ou politiques du Gaza. C'est une chasse à l'homme en quelque sorte. Donc il n'en reste pas beaucoup. Il reste sûrement de l'armement, mais il n'en reste pas beaucoup. Mais le tout, c'est de voir comment, quand vous parlez de seconde phase, qui va prendre en charge Gaza ? Qui a envie Qui a envie et qui va prendre en charge Gaza? Parce que, en tant que structure, il y avait l'UNRWA. Les Israéliens n'en veulent pas, on est bien d'accord. Ils mettent là des ONG qui font leur business comme elles le peuvent. Et puis, il y a la structure du Hamas, toujours qui est là, puisque qui nous donne les résultats chaque jour sur le plan santé, c'est bien le Hamas. Le Hamas, pas question en tout cas, estiment les États-Unis. Écoutez ce que dit celui qui est encore pour quelques jours secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur l'avenir de la bande de Gaza. Nous pensons que l'autorité palestinienne devrait inviter des partenaires internationaux pour l'aider à mettre en place et à gérer une administration intérimaire. Cette administration serait responsable des secteurs civils de Gaza tels que les banques, l'eau, l'énergie, la santé et la coordination civile avec Israël. La communauté internationale fournira notamment le financement et l'assistance technique. Cette administration comprendra des Palestiniens de Gaza et des représentants choisis à la suite d'une consultation avec les communautés de Gaza. Et ce même Anthony Blinken estimait qu'Israël doit accepter une voie vers la création d'un État palestinien qui soit soumise à un calendrier, à des conditions. Pourquoi une telle déclaration maintenant, ça vous semble utile, Patricia Lemonnier? Vous savez, il vit ses dernières heures, donc baroud d'honneur. Voilà, c'est le baroud d'honneur. Laissons-le. Ce n'est pas lui qui va gérer l'avenir de Gaza. Vous savez. Ça semble particulièrement audacieux de la part des Américains de s'avancer de cette manière sur ce dossier. On sait qu'ils ne sont pas des farouches partisans d'un État palestinien, même s'ils ont vanté la solution à deux États historiquement. Ils ont toujours vanté, ils ont toujours défendu la solution à deux États. Ils s'en sont pas. Voilà. Aujourd'hui, on parle de l'annexion de la Cisjordanie quand même en Israël. On parle d'autre chose. Hein. Va-t-on voir comment M. Trump va réagir à cette proposition qui est très ancrée dans une partie de la population la plus droitière d'Israël? Il a bien reconnu l'annexion du Golan. Donc, alors, quand on parle de la gestion de Gaza, moi, je suis plutôt très dubitative parce que qu'est-ce qui reste à Gaza pour gérer? La plupart des cadres, il faut dire, étaient du Hamas. Qui gérait les écoles, pas les écoles, les hôpitaux, l'administration, la police, la sécurité? C'était le Hamas. Quelles sont les structures qui restent encore et qui font un peu marcher les choses? C'est le Hamas. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors quand Israël essayait de s'appuyer sur les commerçants, les familles, ça a été catastrophique. Ils se sont tous fait la guerre entre eux, ils sont tous corrompus. Enfin, je veux dire, enfin pas tous. Il y en a, Dieu merci, qui ne le sont pas. Donc il y a un vrai problème. Il y a une élite à Gaza qui est restée. Mais a-t-elle envie de gérer l'avenir de Gaza dans un tel contexte? Parce qu'on en connaît tous, hein, des professeurs, des gens qui n'avaient rien à voir avec le Hamas. Moi, je suis assez pessimiste sur l'organisation de l'avenir de Gaza. Puis, il y a un homme dont on n'a pas parlé, c'est Marwan Barghouti. Mais lui, il reste en prison. Il reste en prison, il est emprisonné depuis 2002. Ils ne veulent pas le sortir. Libéré à terme, on sait qu'il a eu des mots très durs pour les islamistes, pour le Hamas notamment. Alors, c'est intéressant de le noter, le Hamas réclame sa libération, mais pas le Fatah qui est son parti originel. Est-ce que la suite peut s'écrire avec lui? Pour l'instant, il est encore en prison depuis 23 ans en Israël. S'il est libéré peut-être dans les prochains jours, peut-être que ça changera la donne. A priori, ce n'est pas la Apparemment, les Israéliens ne voulaient pas le libérer. Hein. Bon, on va bien voir. Alors, s'il le libérait, ça serait un vrai changement, là, pour le coup. En tout cas, cette déclaration, elle a au moins le mérite, peut-être, de remettre en perspective un éventuel cessez-le-feu dans l'idée d'une solution politique à terme. Oui, en même temps, on sait ce que Donald Trump pense de la cause palestinienne. On se souvient ce qu'il avait voulu faire, notamment en Cisjordanie. Il avait voulu finalement faire une zone commerciale en achetant presque les Palestiniens. Il avait avancé une enveloppe, je crois, de 50 milliards de dollars. Ça avait suscité évidemment un tollé. C'est presque une annexion économique, vous l'avez dit. Un mot pour finir de la bande sahélienne. D'abord, on l'a appris dimanche, une Autrichienne de 73 ans a été enlevée dans le nord du Niger, dans la ville d'Agadez. Les rapts d'occidentaux restent des événements rares, même dans cette région. Eva Gretzmacher y résidait depuis 28 ans, où elle était très insérée dans la vie locale, dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'autonomie des femmes. Une affaire, Patricia Lemonnier, qui n'est pas sans rappeler l'enlèvement de la Française Sophie Pétronin au Mali.
Oui, il y a eu l'enlèvement de la Française Sophie Petronnin, qui est d'ailleurs retournée, je crois, vivre chez illégalement, en passant par la frontière entre la Mauritanie et le Mali, par la route. Donc une femme déterminée, elle fait partie de cette même génération de femmes qui voulaient fonder des ONG aux quatre coins de la Terre pour venir en aide aux jeunes filles, aux enfants malheureux, etc. Donc avec des mobiles chaque fois très nobles. Elle avait d'ailleurs reçu des menaces d'enlèvement en 2021, il y a 4 ans. Oui, l'allemande voulait dire. L'autrichienne. Et l'autrichienne, pourquoi je l'appelle allemande, la pauvre. L'autrichienne, oui, ce n'était pas la première menace d'enlèvement. Le Niger n'est pas le pays où l'industrie de l'enlèvement est la plus forte. Le vrai pays où cette industrie s'est vraiment développée, c'était le Mali, puisque là, il y avait effectivement l'État islamique au Grand Sahara, donc ceux qui sont proches de l'État islamique, et puis ceux qui se réclament d'Al-Qaïda pour la faire simple. Et c'est vraiment au Mali où l'on continue, où cette industrie de l'enlèvement continue à être très forte. Le dernier de nos otages, quand même, est sorti en 2023. C'est Olivier Dubois, on n'en avait pas beaucoup parlé, mais il était quand même resté 2 ans et demi aux mains et là... Des groupes sur les échanges d'ailleurs. Les échanges. On ne sait pas d'ailleurs dans le cas de cette autrichienne si c'est à des fins idéologiques, politiques ou si ce sont des groupes crapuleux. On ne sait même pas qui l'a enlevé à ce stade-là. Oui, c'est-à-dire que les revendications ça arrive toujours un peu plus tard. Le temps peut-être d'ailleurs que des groupes crapuleux revendent à des gens qui savent faire le business des otages et qui savent gérer les otages. Et dans ces cas-là, ceux qui savent gérer les otages, c'est évidemment les groupes islamistes. Et ça pose forcément la question de la situation sécuritaire de ce pays, du Niger. On le sait, il y a eu un coup d'État il y a 1 an et demi. La France, fin décembre 2023, a dû quitter le pays, chassée par évidemment le Niger. Le président Mohamed Bazoum est toujours d'ailleurs retenu avec sa famille. C'est un otage. Oui, assigné à résidence, surveillé de près par la junte. Évidemment, on le sait, depuis décembre 2023, eh bien, les attaques se sont multipliées dans le pays. Les forces armées du pays ne peuvent pas contrôler tout ce qui se passe sur le territoire. Et cet enlèvement, c'est aussi la conséquence de cette politique. Ouais. Toujours dans cette bande sahélienne où sévissent les mouvements crapuleux et djihadistes, voilà qu'après le Sénégal, le chef de la junte au Burkina Faso s'indigne à son tour des propos d'Emmanuel Macron. La semaine dernière, le président français dénonçait l'ingratitude de certains dirigeants de ces pays envers la France, qui les avait pourtant aidés à lutter contre ces djihadistes. Écoutez la réaction du capitaine Ibrahim Traoré. Il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude, et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Déformation des propos du président ou illustration de la maladresse d'Emmanuel Macron la semaine dernière. J'ai envie de dire les deux. Oui. Effectivement, grosse maladresse, ça on en a déjà parlé sur votre plateau. Ce qui est fou, c'est que ce sentiment ou ce nationalisme exacerbé qui se répand partout en Afrique, à mon avis, ne va pas s'arrêter aux 3 pays de la bande sahélienne. On a vu effectivement le Sénégal, on voit bien le Tchad, et quid de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir pendant les élections en Côte d'Ivoire, comment va-t-on parler de la France? Je veux dire, parce que ça alimente, si vous voulez, tout un courant qui est très nationaliste, qui est un retour aux origines, qui dans une situation économique désastreuse. Donc, quand on est face à une situation économique désastreuse, comme au Burkina Faso, plus de la moitié... C'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas dans une situation économique désastreuse. C'est les seuls qui se portent plutôt bien, on va dire, pas merveilleusement bien, parce qu'avec le problème du cacao, c'est pas aussi formidable que ça, mais ils se portent. Enfin, c'est un pays très, très florissant comparé aux autres. Mais quand on voit des pays comme le Burkina Faso, où plus de la moitié du pays échappe pratiquement au gouvernement, parce qu'à cause des groupes terroristes, il faut bien trouver un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'est la France, c'est les Occidentaux. Et pour resserrer le pays, on joue sur tout ce qui est les fibres nationalistes. Oui, c'est un narratif très fort. On le voit dans c'est presque un effet domino. C'est le Mali qui avait commencé en 2021, coup d'État, la junte militaire qui arrive au pouvoir, Burkina Faso, Tchad, Niger. Bon, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu le Macron contre l'Afrique, épisode 59, évidemment. On peut peut-être rappeler quand même les mots du président de la République. Ça a été rappelé, mais l'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir. Alors, ça nous dit un petit peu de sa situation ici en France. C'est une maladie non transmissible à l'homme.
Franchement, ce ne sont pas des termes qui sont... L'Élysée a explicité ensuite, oui, mais le mal est fait. En signant qu'il s'agissait en fait effectivement d'évoquer la situation notamment au Mali, où la France était particulièrement investie dans Barkhane dès 2013 pour empêcher effectivement les djihadistes qui à l'époque se trouvaient fondés à Kidal et se retrouvaient aux portes de Bamako effectivement. Et en même temps, la réponse des pays africains, c'est que finalement la présence française, elle n'a pas permis d'éliminer les terroristes et que tout ça, ça n'a finalement pas servi à grand-chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut les chasser et qu'il faut qu'on s'en occupe nous-mêmes. Non, mais comme le dit Emmanuel Macron, la junte n'aurait sans doute pas elle-même pu prendre le pouvoir si les djihadistes s'en étaient emparés dès 2013. On ne sait pas. On ne sait rien. On ne peut pas dire. Non, là, on peut pas refaire l'histoire. C'est en tout cas, semble-t-il, le sens des propos du chef de l'État. Mais le président a été imprudent, on va dire. Et voilà la réponse. Voilà la réponse donc du Burkina après celle déjà du Sénégal, du Premier ministre sénégalais. Merci d'avoir été avec nous. Patricia Lémonière, Florent Raudon, on va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 4 minutes pour la suite de l'essentiel.